Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré au Pacte du Trail. Alors, petite introduction. Le Pacte du Trail, c'est quoi? C'est devenu un incontournable en fait pour transmettre son entreprise dans des conditions financières, on en reparlera plus tard, qui permettent d'assurer la stabilité d'un actionnariat familial et de sécuriser la pérennité de l'entreprise. L'objectif de ce webinaire, ça va être de vous expliquer simplement et au travers d'exemples le pacte du trail. Elisabeth, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bien sûr, merci Julie. Alors, bonjour à tous, je suis Elisabeth Deplace, je suis avocat et associée du cabinet Quintessence. J'interviens essentiellement en fiscalité, c'est-à-dire ce qui est patrimonial, dont j'accompagne essentiellement les personnes physiques et les dirigeants d'entreprise, et notamment dans le cadre d'une transmission justement d'entreprise, ce qui est donc le sujet aujourd'hui. Et moi, donc, Julie Delannoy, formatrice, co-dirigeante de l'organisme de formation Améliore ta gestion, ATG, qui forme et accompagne les dirigeants dans leur grande phase de développement depuis la création jusqu'à la transmission. Alors, qu'est-ce que le pacte du trail? Une rapide introduction, vous allez voir qu'on va rapidement passer à des exemples pour que ce soit d'autant plus compréhensible par tous. Donc, le pacte du trail, en bref, c'est un pacte d'associés. Un pacte d'associés qui va engager un ou plusieurs associés à conserver des titres pendant une certaine durée. Vous allez voir que la temporalité dans le cadre du pacte du trail est très importante. Faciliter la transmission de l'entreprise en allégeant la fiscalité sur les donations avec un abattement, 75% à retenir sur la valeur, sur la base imposable. Elisabeth? Oui, pardon. Le pacte du trail, vraiment la philosophie, c'est de faciliter et d'encourager la transmission d'entreprise aux générations futures. Donc, pour faciliter cette transmission, on a cette exonération en base des parts de la société qui vont être transmises, des titres qui vont être transmis. Mais il va falloir respecter des conditions, et ces conditions, c'est notamment les engagements de conservation. On va le voir, il y a deux engagements, un engagement collectif, un engagement individuel. Mais c'est vraiment la base du pacte du trail, c'est de détenir les titres le plus longtemps possible. Et il faut absolument également que ça porte sur un minimum de titres, c'est-à-dire qu'il faut que ça porte au moins sur 34% du capital des sociétés. Et une dernière condition qu'on va bien détailler aujourd'hui, c'est la fonction de direction qui doit être exercée par l'un des membres du pacte du trail. Mais on va tout détailler dans les prochains slides. Ça veut bien dire effectivement qu'un des préalables finalement à la signature d'un pacte du trail, c'est d'avoir dans sa famille pour la transmission, donc généralement les enfants, un des enfants ou des enfants qui souhaitent reprendre le flambeau de l'entreprise et de manière effectivement effective, c'est-à-dire que pas seulement une transmission de patrimoine, mais bien un relais qui va être transmis. Tout à fait. Ce qui est important de se dire, c'est que le pacte du trail vous permet d'être exonéré en partie de droits de donation et ou de succession, puisqu'on a une exonération de 75%. Si vous ne respectez pas les conditions de ce pacte du trail, l'administration fiscale va venir finalement récupérer les droits comme s'il n'y avait pas eu de pacte du trail. Vous allez devoir payer des droits de donation ou de succession complémentaires, comme s'il n'y avait pas eu cette exonération de 75%. Donc, ça va être important vraiment de respecter toutes ces conditions pour ne pas remettre en cause l'exonération qui avait été appliquée lors de la transmission. Alors, comme on le disait, effectivement, la chronologie du pacte du trail avec des engagements et des durées d'engagement, puis des temps forts, comme on les voit ici symbolisés par les N et les T, sont très importants pour effectivement remplir les conditions avec effectivement des conditions d'enregistrement sur lesquelles tu insisteras, Elisabeth. Évidemment. Alors, tout démarre à la signature du pacte du trail, enfin pas tout à fait à la signature, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait à la signature, c'est à l'enregistrement du pacte du trail. C'est-à-dire qu'un pacte du trail, comme l'a dit Julie, c'est un pacte d'actionnaires. C'est donc un contrat qui est signé entre un ou plusieurs associés d'une société. Ce contrat, il doit être enregistré aux impôts. Il est enregistré aux impôts de deux façons, soit parce que vous l'avez fait via un notaire qui va donc s'occuper de l'enregistrement, soit tout simplement, vous pouvez le déposer à la recette des impôts et payer des droits de 125 € qui vous permettront d'avoir le tampon qui donne la date certaine et qui prouve du coup l'enregistrement et l'existence de cet engagement collectif qu'on appelle le pacte du trail.
Donc, on dissocie deux temps en réalité, enfin deux périodes. L'engagement collectif qui associe entre eux les parties à la transmission, donc initialement les actionnaires historiques, puis ensuite les bénéficiaires de la transmission, et ça les engage collectivement, comme son nom l'indique, à conserver les titres pendant 2 ans. Tout à fait. Et ensuite, pendant cet engagement collectif doit avoir lieu la transmission. La transmission, c'est donc la donation ou la succession. C'est vraiment très important de se rappeler que cette transmission doit avoir lieu pendant l'engagement collectif. L'engagement collectif, il est d'un minimum de 2 ans, mais pour être plus long. Ça veut dire que si vous déposez un engagement collectif aux impôts, que vous l'enregistrez, cet engagement, il peut se reconduire autant de fois que vous le souhaitez, tant que la transmission finalement n'a pas eu lieu. Et ce n'est qu'à la fin, du coup, de l'engagement collectif, quand la transmission a eu lieu, que va commencer l'engagement individuel de chaque, finalement, bénéficiaire, soit de la donation, soit de la succession, qui s'engage individuellement à détenir les titres. Effectivement, donc l'engagement individuel, c'est bien individuellement chacun de ceux qui ont reçu des parts, soit par le biais de la donation, soit par le biais de la succession, s'engage à conserver les titres pendant une durée de 4 ans. Donc ça, c'est pour les durées d'engagement, N+2, N+4 qui nous donne N+6, ça veut dire qu'au minimum, ça va durer 6 ans. Ça peut durer davantage, comme tu le disais, avec l'engagement collectif qui pourrait prendre davantage de temps. Et un premier temps fort, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que la transmission des titres doit intervenir pendant l'engagement collectif. Tout à fait. La deuxième condition par rapport du coup aux engagements, c'est la fonction de direction. La fonction de direction, elle doit être exercée par l'un des signataires du pacte Dutreil, de l'engagement collectif. Elle doit durer tout au long de l'engagement collectif. Ça, c'est une des premières conditions de la fonction de direction. Et cumulativement, elle doit également être exercée pendant 3 ans à compter de la transmission. Ça, c'est très important. Donc, après la transmission, soit vous avez des signataires du pacte qui n'ont pas bénéficié de la donation et donc la fonction de direction peut être conservée exercée par la même personne. Soit, par exemple, tous les titres ont été transmis lors de la transmission et c'est donc aux donataires, aux bénéficiaires de la donation de reprendre le flambeau de la fonction de direction et d'exercer dès la transmission une fonction de direction pendant une durée de 3 ans. Elisabeth, je propose de l'illustrer peut-être avec... Tout à fait. Allons-y. Allez, c'est parti. L'exemple, ça va être Monsieur Dupont et sa société Service Dupont. Donc, imaginons un président, Monsieur Dupont, qui détient 100% de sa société de service qui s'appelle Service Dupont, qui est valorisé 500 000 €. Monsieur Dupont, 53 ans, célibataire, et le père de 2 enfants, Juliette, 27 ans, et Louis, 23 ans. À savoir que Juliette est intéressée par la reprise de l'entreprise familiale. Dans ce cadre-là, Monsieur Dupont envisage de donner les titres de sa société à ses enfants. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être qu'on peut déjà, pour pouvoir chiffrer finalement l'intérêt du pacte Dutreil, se demander quels seraient les droits de donation s'il n'y avait pas de pacte Dutreil. Alors, en donnant les titres de sa société à ses 2 enfants, ça veut dire que chaque enfant recevrait 250 000 € environ, puisque la valeur est de 500 000. On a le droit à un abattement de 100 000 €, avec des droits de donation qui sont au barème progressif, plus une réduction de 50% des droits parce que vous êtes en transmission d'entreprise en pleine propriété, on aurait des droits sans pacte Dutreil d'environ 28 000 €. Ça, c'est du coup ce qui se passe en cas de donation ou de succession. Donc, si Monsieur Dupont venait à décéder, les droits qui seraient dus sur la transmission de cette entreprise. Et on précise simplement effectivement que de droits, dans le cadre de la transmission d'une entreprise, la transmission en pleine propriété bénéficie d'un abattement de 50% si le montant des droits, pas en base, hein, sur le montant des droits dus. Sur le montant des droits, si tant est que celui qui donne c'est moins de 70 ans. Moins de 70 ans. Ok. Et donc ça, c'est cumulable finalement avec l'abattement du Dutreil. Tout à fait. Tant qu'on est en pleine propriété. Alors du coup, on retient effectivement, si je ne fais rien, ça coûte 28 000 €. Exactement. Je vous l'ai arrondi. Hein. Effectivement, de voir ce qui se passerait si jamais il y avait un pacte Dutreil. Et du coup, on va passer à la slide suivante avec Monsieur Dupont qui décide de conclure un pacte Dutreil. Donc, le 1er juin, Monsieur Dupont signe seul un pacte. Et enregistre. Il entre donc dans la période d'engagement collectif, mais tout seul, finalement. Oui, alors c'est un peu la spécificité du pacte Dutreil. C'est que tant que vous détenez au moins 34%,
et que vous soumettez 34% du capital de la société à cet engagement collectif, le collectif peut être finalement être joué par un seul associé. Il faut au moins atteindre 34%. C'est très clair. Et du coup, la transmission ici, dans notre frise, apparaît le 15 septembre 2025. Elle intervient donc bien dans notre espace-temps de l'engagement collectif entre le 1er juin 24 et le 1er juin 26. Donc, on respecte cette condition-là de transmission. Il donne à ses deux enfants. Et du coup, qui reprennent finalement l'engagement collectif puisqu'il n'a pas atteint les 2 ans. Donc, les enfants qui sont maintenant, du coup, les titulaires des titres doivent continuer l'engagement collectif jusqu'à son terme, c'est-à-dire 1er juin 2026. Ok. Et du coup, 1er juin 2026, la première période de l'engagement collectif se termine. Ça se matérialise, du coup, il faut faire quelque chose pour que ça... Oui, tout à fait. Il faut dénoncer l'engagement collectif. C'est-à-dire qu'il faut avertir l'administration fiscale que vous avez terminé l'engagement collectif et qu'on passe en engagement individuel. Ok. Et du coup, l'engagement individuel, c'est Juliette et Louis qui, individuellement, doivent conserver leur part. Tout à fait, exactement. Juste pour rappel, si ces engagements ne sont pas respectés, on remet donc en cause l'exonération de 75% qui a eu lieu lors de la transmission. Et justement, cette exonération de 75%, je vous rappelle que sans Pacte Dutreil, on était à des droits de donation d'environ 28 000 euros. Avec le Pacte Dutreil, on va descendre à des droits d'environ 1 350 euros. Ah oui, effectivement, c'est quand même assez significatif parce qu'il y a une économie de l'ordre de 26 000 euros. Exactement. Globalement, là, on a cumulé les droits de donation de Louis et de Juliette. Mais du coup, ça veut dire que finalement, on passe d'un coût de 6%, hein, le coût en lien avec la somme, ou du moins le patrimoine qui a été donné, de 6% à même pas 1%. Donc, effectivement, c'est assez significatif. C'est très efficace. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Attention, toujours penser à la condition de la fonction de direction. Pourquoi? Parce que là, on voit que M. Dupont va donner la totalité de ses titres. C'est-à-dire qu'il ne va plus être titulaire de titres au moment de la transmission, après la transmission. Alors justement, on a parlé de la transmission. Il est très important. La prise de mandat. Exactement, tout à fait. Il est très important que l'un des enfants, l'un des bénéficiaires de la donation, prenne un pouvoir de direction dans la société. Et il faut qu'il l'exerce de façon effective, évidemment. Ça n'empêche pas à M. Dupont de continuer à rester également un dirigeant. On peut très bien être co-dirigeant. Mais il faut absolument que l'un des bénéficiaires de la donation prenne justement ce mandat social. Et du coup, mandat social, ça peut être quoi? Là, on a un président, une directrice générale. Oui, alors dans une SAS ou une SA, ça peut être du coup un président, un directeur général, un président du conseil de surveillance ou un membre du directoire. Quand on est dans une SARL, ça va être donc un gérant ou un co-gérant. D'accord. Et imaginons que Juliette, pour une raison qui lui appartient, ne souhaite plus être directrice générale et elle démissionne de son mandat. Il faut que Louis reprenne le flambeau si on est toujours dans la durée des 3 ans après la transmission. Sinon, ça remet en cause le pacte Dutreil et donc l'exonération des droits de donation. Ok. Et on pourrait même avoir une codirection générale. Tout à fait. Alors, si on s'attarde un peu plus sur les conditions, effectivement, on va avoir, là, c'est un engagement de Juliette, mais comme on le disait, ça pourrait très bien Louis, de prendre des fonctions de direction depuis la transmission des titres jusqu'à N+3, en fait. Donc là, ça la porte à 15 septembre, depuis le 15 septembre 2025, du coup, on va jusqu'à 2028, merci. Tout à fait. Tandis que collectivement, ou plutôt individuellement, puis individuellement, Louis et Juliette doivent conserver les titres jusqu'au 1er juin 26, et puis Louis et Juliette devront s'engager individuellement à ne pas céder les titres pendant encore 4 ans, donc jusqu'au 1er juin 2030. Oui, si on reprend vraiment les effets du non-respect de ces conditions. Si vous êtes dans l'engagement, pendant l'engagement collectif, l'ensemble des droits vont être mis en cause, à la fois pour Juliette et pour Louis. Alors que si vous êtes en engagement individuel, seul celui qui finalement cesse l'engagement individuel, c'est-à-dire vend à un tiers, aura ses droits de donation qui seront remis en cause. Par exemple, si Louis vend à un tiers,
seuls les droits de Louis vont être mis en cause, alors que Juliette, si on est pendant l'engagement individuel, conservera son exonération. Alors que si on est dans l'engagement collectif, si un des membres du pacte Dutreil vend à un tiers, donc ne respecte pas l'engagement de conservation collectivement, alors tous les droits vont être remis en cause. Et c'est exactement l'exemple que je montre. Exactement. Imaginons que justement, Louis veut vendre avant. Alors la grande question, comme tu le disais, c'est avant quoi? Avant la fin de l'engagement collectif ou avant la fin de l'engagement individuel? Alors, il peut finalement le faire quand il veut. Hein. Ce n'est pas un pacte, c'est un engagement. Ça ne vous interdit pas de vendre. Ça va juste remettre en cause finalement l'exonération des droits de donation. Si il vend avant le 1er juin 2026, c'est-à-dire entre le 15 septembre 2025 et le 1er juin 2026, il risque de remettre en cause l'exonération des droits de donation pour lui et pour sa sœur. Alors que s'il vend après le 1er juin 2026, pendant l'engagement individuel, seuls ses droits à lui vont être mis en cause. Juliette, elle, conservera son exonération. Et imaginons qu'il vende à sa sœur. Alors, s'il vend à sa sœur, quoi qu'il se passe, pendant l'engagement collectif, pendant l'engagement individuel, seuls ses droits à lui seront remis en cause. C'est donc une exception à l'engagement collectif, puisque les titres vont être vendus à un membre de l'engagement collectif. Donc, ça veut dire que s'ils vont à Juliette, pendant l'engagement collectif, Juliette conservera son exonération, mais lui devra payer du coup les droits complémentaires. Attention, c'est donc une exception quand on vend pendant l'engagement collectif à un membre signataire de cet engagement collectif. Donc, dans ce cas-là, Louis, imaginons, paierait donc les 26, mais 26 000 euros. 26 000 Exactement, euros il devra payer les 26 000 euros complémentaires, plus les intérêts de retard qui sont de 0,2% par mois et qui seront décomptés à partir de septembre 2025. D'accord, donc ça, effectivement, 26 ou 13 en fonction que c'est l'engagement collectif ou individuel qui est remis en question. Exactement. Ok, alors on va poursuivre avec une autre hypothèse et qui est quand même assez probable parce que déjà en introduction, peut-être on avait un exemple où finalement il n'y avait que Juliette qui était intéressée par la reprise de l'entreprise et du coup on est parti du postulat qui transmettait à ses enfants. Mais en réalité, il aurait pu transmettre qu'à Juliette. Oui, on a le droit de transmettre des titres de sa société à un seul de ses enfants. Attention, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. Donc, il va falloir compenser Louis. Soit on est dans la quotité disponible et tout va bien, soit Monsieur Dupont a d'autres patrimoines à transmettre à son fils Louis, soit Juliette devra compenser son frère, ce qu'on appelle le versement d'une soulte. C'est très clair. Alors, imaginons que cette fois-ci, rappelons quand même que Monsieur Dupont n'a que 53 ans. Donc, il a peut-être des besoins. Il a peut-être encore envie de garder des fonctions, garder des parts et garder du revenu aussi de son activité des services Dupont. Alors, imaginons effectivement quelles sont les possibilités. Alors, il peut très bien se dire qu'il ne veut transmettre qu'une partie de ses titres. Aucun problème. Tant que le pacte Dutreil porte sur au moins 34%, ensuite, il donne ce qu'il veut. L'exonération portera uniquement sur les titres qui sont soumis à cet engagement, qui sont donc listés dans le pacte Dutreil, dans le contrat entre associés. Si le pacte Dutreil porte sur 34%, ça veut dire qu'il peut vendre très bien 66% à des tiers et ne conserver finalement que 34% des titres de la société. Sur ces 34%, il peut en transmettre qu'une partie ou tout, c'est lui qui décide. Donc, ça veut bien dire en fait que Monsieur Dupont, il peut se dire, je signe un pacte Dutreil, donc à la même date tout à l'heure, 1er juin 2024, qui porte sur 34% des titres, donc les titres 1 à 34, admettons, pour simplifier. 6 mois après, il transmet 10% à chacun de ses deux enfants, il conserve 14%, et en fait, le pacte Dutreil peut très bien être applicable parce que finalement, la conservation des titres dans l'environnement familial porte bien sur les dits 34%. Exactement. L'avantage aussi de ce schéma, c'est que la fonction de direction doit être exercée par un membre signataire du pacte. Lui, comme il n'a pas transmis tous ses titres et qu'il en a gardé 14%, il reste signataire du pacte après la transmission. Donc, la fonction de direction peut être exercée par lui uniquement s'il ne souhaite pas forcément donner le flambeau tout de suite à ses enfants. Donc, ça peut être une bonne transition, finalement, un intermédiaire entre dans le passage de relais aux enfants. Exactement. Alors, une autre solution, s'il veut conserver notamment le droit à dividende de sa société, il peut totalement transmettre la nue propriété de ses titres. Il faut savoir que le pacte Dutreil s'applique
également sur la donation en nue propriété des titres de société. Donc, nue propriété, finalement, c'est l'arbre et les fruits. Donc, finalement, je donne l'arbre à mes enfants, mais je conserve les fruits. Donc, globalement, les dividendes. Exactement. Mais alors, attendez, comme on l'a dit au début, la philosophie, c'est quand même d'encourager la transmission d'entreprise. Donc, lorsqu'on donne la nue propriété, la loi exige que l'usufruitier, c'est-à-dire Monsieur Dupont, ait un rôle, en tout cas, ait des pouvoirs restreints dans la société en tant qu'usufruitier. Vous savez que dans les statuts d'une société, vous pouvez très bien répartir les pouvoirs entre le nu propriétaire et l'usufruitier comme vous le souhaitez. En cas de pacte du trail, il est très important, enfin il est même pas très important, il est essentiel que les statuts prévoient que l'usufruitier n'a comme seul pouvoir le pouvoir d'affecter le résultat. Toutes les autres décisions des associés doivent être donc prises par les nus propriétaires. Donc là, en fait, Monsieur Dupont, dans notre exemple, il aurait finalement de pouvoir que sur la distribution de dividendes ou la mise en réserve. Exactement. Ça serait la seule décision à laquelle il prendrait vote. Tous les autres pouvoirs doivent être entre les mains des nus propriétaires, donc ses enfants. Si on revient sur des chiffres, là, la donation de 100% des titres de la société en nue propriété avec l'application du pacte Dutreil, on descend les droits de donation à 650 €. Bon, autant dire effectivement que c'est très facile à financer. Tout à fait. Je fais juste un petit. J'ai la question de Madame Terrache. C'est assez intéressant. Elle a une société avec 2 associés. Je pense qu'on y a répondu et du coup, voilà, on va juste repréciser. Une société, 2 associés à parts égales, donc 50-50. Est-ce que l'un des 2 associés peut faire un pacte Dutreil et transmettre à ses enfants dès lors qu'il détient 50%? Tout à fait, puisqu'il détient au moins 34%. Donc, du moment où vous détenez au moins 34%, vous pouvez faire un pacte Dutreil tout seul. Vous pouvez être le seul à vous engager, alors c'est étrange, mais à vous engager collectivement à conserver ces titres pendant 2 ans, puis la transmission qui aura lieu pendant ce délai cet engagement de conservation collectif sera transmis aux enfants qui seront bénéficiaires de la donation, qui ensuite partiront sur un engagement individuel. Tout à fait. Et en fait, alors effectivement, il va y avoir ça. Il y a aussi évidemment des précautions à prendre, un pacte d'associés, effectivement, des agréments à prévoir, etc. pour l'intégration de nouveaux associés. Ça, effectivement, ce sera vérifié en amont de la signature du pacte. On est bien d'accord. Alors justement, l'exemple suivant, c'est Monsieur Dupont a 3 associés dans sa société. Donc ça tombe bien. Cette fois-ci, il détient plus 100% des titres, mais il en détient 25 aux côtés de 3 autres associés. Il ne peut donc pas faire un pacte Dutreil tout seul puisqu'il n'a pas les 34%. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, il peut demander à l'un de ses associés de signer cet engagement collectif avec lui. Il peut même en faire plusieurs, c'est-à-dire qu'il peut faire un premier pacte Dutreil avec l'associé 2, un deuxième avec l'associé 3, un troisième avec l'associé 4. Ce qui compte, c'est qu'au moment de la transmission, au moment de la donation à ses enfants, il active le pacte Dutreil qui lui paraît le plus stable, puisque finalement, après la transmission, là, si on a une transmission le 15 septembre 2025, il faut que tous les signataires de l'engagement collectif s'engagent à conserver les titres encore jusqu'au 1er juin 2026, dans notre exemple. Donc, en fonction des associés qu'il aura le 15 septembre 2025, il pourra choisir d'activer l'un ou l'autre pour s'assurer finalement de l'engagement collectif jusqu'au 1er juin 2026. Finalement, comme on le disait, il n'est pas obligé, ce fameux associé, de dire qu'il va conserver ses 25%, parce que finalement, il a 25% aussi, on est sur du 34%. S'il conserve 9-10%, c'est suffisant en fait. Exactement. Encore une fois, l'engagement collectif liste les titres qui sont soumis à l'engagement. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous engager sur la totalité de vos titres. Vous dites que vous voulez vous engager, par exemple pour l'associé 2, uniquement sur 9% de vos titres. Et lui n'est absolument pas obligé, l'associé 2, qu'on voit effectivement à cheval sur la période de conservation avec Monsieur Dupont et la période de conservation avec les enfants Dupont dans le cadre de l'engagement collectif. Il n'est absolument pas obligé de transmettre à ses enfants. Non, pas du tout. Il fait exactement ce qu'il souhaite. Et il peut effectivement conserver ce mandat, comme on le disait tout à l'heure, quand Monsieur Dupont conservait un mandat parce qu'il ne transmettait pas 100%, il va conserver un mandat, donc à une personne de confiance, à un associé qui va effectivement, encore une fois, tuer cette transition avant le passage de relais et pourquoi pas la prise de mandat des enfants.
D'où l'intérêt, effectivement, de se poser la question en amont de savoir qui exercera la fonction de direction, puisque en fonction de la réponse, ça peut être intéressant de l'intégrer à cet engagement collectif. Très intéressant. Au moins pour une action. Ok, donc cette fois-ci, Monsieur Dupont signera un engagement collectif pour une fois à deux dans nos exemples. Exactement. Alors, Monsieur Dupont, imaginons qu'il détienne une société holding. Alors là, c'est un cas qu'on voit quand même assez régulièrement. Alors là, si on reprend justement le schéma qui est à l'écran, on voit bien que Monsieur Dupont, ce qu'il détient et ce qu'il va donc pouvoir donner à ses enfants, c'est les titres de la holding et non les titres de la société Service Dupont. Hein, vous êtes d'accord? Lui, il détient, il est propriétaire des titres de la holding. Là, il va falloir se poser la question de l'activité de la holding. Pourquoi? Parce qu'un pacte Dutreil ne peut s'appliquer que sur des sociétés qui ont une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il faut donc rentrer dans ces catégories pour pouvoir bénéficier du pacte Dutreil. Le problème des holdings, c'est que certaines des holdings sont dites passives. C'est-à-dire qu'elles n'ont comme activité que la détention d'une participation et donc la perception de dividendes ou de plus-value. Cette activité n'est ni commerciale, ni industrielle, ni libérale, ni agricole, ni artisanale. Elle est civile. C'est-à-dire que la holding on ne peut pas faire de pacte Dutreil sur la holding. Le problème, c'est que la plupart des sociétés aujourd'hui sont détenues via des holdings et donc ça veut dire que si on n'autorisait pas finalement l'application d'un pacte Dutreil en présence de holding, on exclurait une grande partie des entreprises qui n'étaient pas l'objectif. Dans ce cas-là, si la holding est passive, on va la considérer comme une société interposée. Le pacte Dutreil va donc être signé par les associés de la société qui a l'activité commerciale, c'est-à-dire la société Service Dupont. L'associé de Service Dupont, c'est la holding. C'est donc la holding qui va être signataire du pacte Dutreil. Toutes les conditions qu'on a citées vont donc devoir être respectées par la holding et également par Monsieur Dupont sur, du coup, le capital de sa holding. On va donc être en société interposée. Ça signifie que Monsieur Dupont, quand il va transmettre ses titres à ses enfants, on va devoir décortiquer la valeur des titres de la holding. Pourquoi? Imaginons que la holding Dupont détienne la société Service Dupont, qui est la société commerciale, plus, par exemple, un bien immobilier. Seule la valeur de Service Dupont dans la valeur des titres de la holding va bénéficier d'exonération de 75%. La Service Dupont vaut 500 000 €. Imaginons que l'immeuble, qui est également détenu via la holding, vaut également 500 000 €. On a donc une holding qui vaut 1 million d'euros. L'exonération ne sera que sur la valeur de Service Dupont. Donc, on va appliquer les 75% uniquement sur les 500 000 €. On va donc avoir une valeur de 225 000 €, plus les 500 000 de l'immobilier. Donc finalement, la donation de la holding, la valeur des titres donnés, sera 225 000 € plus 500 000 €. L'exonération ne portera que sur la valeur de Service Dupont et non pas sur la valeur de tous les actifs détenus par la holding. Et rappelle-nous, 225 000 €, du coup, c'était ton calcul où tu reprends la valeur des 500 000. 500 000 fois 0,25, non? Ah, pardon, 125 000 €. Désolée, petite erreur de calcul. 125 et 500 000, pardon. Ok. Donc, en fait, là, on a vu pour la holding passive, finalement, cette holding passive, c'est un associé dormant un peu. Lui reçoit du dividende, il porte des titres, mais il est absolument pas actif dans la vie de la société. Il ne fait rien, si ce n'est être là, avoir apporté du cash initialement. Exactement. Mais bien souvent, dans les groupes de sociétés, on a la fameuse holding active qu'on appelle souvent, en fait, la holding animatrice. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous êtes une holding animatrice, si vous arrivez à prouver que l'activité de la société holding n'est pas une simple détention de participation, mais une réelle activité d'animation, de management, de service, Stratégie. Exactement, de stratégie, même de prise de mandats sociaux dans les sociétés filiales.
Là, à ce moment-là, la holding va pouvoir être qualifiée, enfin, on va pouvoir qualifier son activité d'une activité commerciale. Et si la holding, du coup, exerce une activité commerciale, ça veut dire qu'elle est elle-même éligible au pacte du trail. Et à ce moment-là, l'exonération des 75% porte sur la totalité des actifs de la holding. Si on revient du coup sur une valeur de la service du pont de 500 000 et du bien immobilier de 500 000, ça voudrait dire finalement que l'exonération porte sur 1 million. Et là, on a une base imposable de 225 000 euros. Du coup, effectivement, 50 000 euros, et du coup, effectivement, on voit bien, du coup, c'est hyper tentant. On se dit, bah, pourquoi on ne fait pas une holding animatrice? Tout le monde devrait faire une holding animatrice. Évidemment que c'est tentant, mais comme tout ce qui est tentant est très regardé par l'administration fiscale, et prouver que votre holding est animatrice est un vrai chemin de croix. Il va falloir vraiment détailler toutes les prestations de services réalisées par la holding, et c'est très important de savoir que l'activité de holding animatrice doit être exercée pendant toute la durée du pacte du trail. Donc pendant minimum les 6 ans que dure le pacte du trail. Donc il faut vraiment être très attentif, c'est quelque chose qui se prépare en amont, puisque vous voyez bien que finalement les conséquences fiscales en droit de donation ou de succession sont très importantes. Cette exonération de 75% est quand même importante et attirante. Effectivement, et évidemment, il suffit pas de mettre dans son objet social holding animatrice, d'avoir un mandat et de détenir les structures, sinon ce serait évidemment trop simple. C'est tout un faisceau d'indices qui vont permettre à l'administration fiscale de vérifier, avec tout un tas de jurisprudence qui vient alimenter ça plusieurs fois par an. Exactement, et ça tout au long du pacte du trail, c'est-à-dire vraiment pendant les 6 années qui font le pacte du trail. Eh bien, on en vient du coup à notre checklist et à ce à quoi il faut être vraiment vigilant quand on envisage de mettre en place un pacte du trail. La première, c'est anticiper les opérations. Vous aurez bien compris en fait que c'est sur des temps longs en fait qu'il faut envisager ça. Avec évidemment, on ne met pas un pacte du trail si jamais la génération suivante est absolument pas intéressée par la reprise de l'entreprise. C'est, comme on le disait en introduction, le préalable. Tout à fait. Ensuite, comme on l'a un peu dit, il y a des obligations déclaratives qui sont très strictes. Donc, c'est vraiment très important d'être bien accompagné tout au long du pacte du trail et pas seulement au début. C'est vraiment, il faut vraiment respecter chaque étape et bien vérifier que toutes les conditions soient respectées tout au long du pacte du trail et notamment les obligations déclaratives. Bien accompagné pour les déclarations, bien accompagné aussi pour les rédactions. On a parlé du pacte du trail, ça semble une évidence. Et tous les préalables, est-ce qu'il y a déjà un pacte d'actionnaire en place? Est-ce que les statuts sont adaptés quand on transmet uniquement la nue propriété, etc. Est-ce qu'on souhaite que l'engagement collectif soit en tacite reconduction parce qu'on n'a pas encore anticipé la transmission, ou est-ce qu'on veut vraiment qu'il dure que 2 ans puisque vous êtes, vous avez déjà envisagé la transmission et vous savez qu'elle aura lieu pendant ces 2 ans. Tous ces petits points sont vraiment essentiels. On voit que beaucoup de pactes du trail sont remis en cause justement parce qu'il y a des petites coquilles dans la rédaction ou des petits loupés dans les obligations déclaratives, et c'est vraiment dommage finalement de ne pas pouvoir bénéficier de cette exonération alors que c'est vraiment un dispositif fiscal qui s'applique à toutes les sociétés, qu'elles soient commerciales, industrielles, mais également artisanales, libérales et agricoles. C'est vraiment pour toutes les sociétés qui existent, qu'elles soient plus ou moins, enfin avec une valeur plus ou moins élevée, c'est vraiment très efficace et ça peut faire économiser vraiment des droits de donation et de succession très importants. On voit que effectivement, quand vous n'avez pas à financer finalement les droits de donation ou de succession, c'est vraiment également en succession, ça soulage quand même vraiment la génération suivante qui finalement reprend sereinement les rênes de l'entreprise. La dernière des précautions, c'est effectivement, s'agissant de la holding animatrice, encore une fois, les contrôles fiscaux imposent, j'ai envie de dire, d'être hyper bien accompagné sur toute la durée pour effectivement ne pas avoir un pacte du trail dont les effets pourraient être remis en cause. Tout à fait. Voilà, écoutez, il nous reste à vous remercier. On espère réellement que ce webinaire vous aura permis d'en savoir un peu plus et de désacraliser ou de vulgariser un petit peu
le pacte du trail qui paraît souvent effectivement hyper compliqué. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne pense pas. Des remerciements. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci.